À Raphaël Kahn. La deuxième partie de notre débat consacrée donc ce soir à ces interpellations dans les milieux islamistes radicaux. Je vous le disais, 13 des 17 islamistes radicaux interpellés vendredi ont été présentés ce mardi au juge antiterroriste en vue d'une mise en examen. Alors la question qu'on va se poser dans la deuxième partie de ce débat, comment faire pour lutter contre ces mouvements radicaux, contre ceux qui prêchent un islam radical en France. Et on en parle ce soir avec Mohamed Moussaoui, qui est le président du Conseil français du culte musulman, avec Mohamed Sifawi, qui est journaliste, écrivain, auteur de Pourquoi l'islamisme séduit-il et plus récemment auteur de L'histoire secrète de l'Algérie indépendante aux éditions du Nouveau Monde. Jean-Charles Brizard, qui est consultant international, spécialiste du terrorisme international, et Jérôme Sainte-Marie, qui est directeur du département opinion de l'Institut de sondage CSA. Avant de reprendre la deuxième partie de ce débat, je vous propose d'écouter le procureur de Paris, François Molin, qui a donné aujourd'hui une conférence de presse. Il a fait le portrait notamment de Mohamed Hachamlan, le chef du groupuscule salafiste Forzan Al-Idza. On écoute François Molin. Le nommé Hachamlan Mohamed, fondateur du site de propagande islamique radicale Forzan Al-Idza, ce qui signifie, vous le savez, les cavaliers de la fierté, avait fédéré autour de lui un certain nombre d'individus qui se livraient depuis plusieurs mois à des entraînements physiques et recevaient un endoctrinement religieux en vue de prendre part au djihad. Les mises en cause ont tous confirmé le rôle d'animateur, de coordinateur et d'émir de Mohamed Hachamlan et son souci constant d'acquérir des armes. L'analyse des flux Internet a ensuite attesté de la tenue hebdomadaire de réunions virtuelles entre les membres du groupe, réunions qui étaient qualifiées de choura. Les nombreuses surveillances ont aussi permis de matérialiser différentes séances d'entraînement physique, souvent entrecoupées de cris religieux, entraînement physique qui se déroulait notamment dans certains parcs publics et forêts de la région parisienne. Mohamed Sifawi, est-ce que vous pouvez quand même nous rappeler ce qu'est précisément ce groupuscule Forzan Al-Idza, que vous connaissez bien, vous avez eu affaire à eux? Alors, Forzan Al-Idza est un groupuscule qui est apparu en 2010. Moi, j'ai été l'un des premiers à faire connaissance, si j'ose dire, avec ce groupuscule. Au départ, je croyais qu'il s'agissait d'un groupe d'hurluberlus qui était là pour exciter un petit peu certains sentiments au sein de la communauté musulmane. Mais en réalité, progressivement, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de plus profond, idéologiquement parlant, notamment dans leurs références idéologiques. D'ailleurs, c'est là où on commence à comprendre si ce sont des gens qui sont capables de verser dans la violence ou pas. Par exemple, l'une de leurs références idéologiques est un certain Abou Mohamed al-Makdisi qui a été l'une des références idéologiques du fameux Al-Zarqawi qui avait le tristement célèbre, qui avait tant fait parler de lui. C'est un Jordanien, enfin c'est quelqu'un qui a fait, qui est dans la galaxie, il n'y a pas à l'intérieur, mais dans la galaxie salafiste, djihadiste, autour d'Al-Qaïda. Il a produit énormément de livres et donc il arrive à influencer un certain nombre de personnes. Donc ils étaient venus perturber une première fois l'une de mes conférences débats que je devais faire à la FNAC. Ils ont terrorisé tout le monde avec des menaces à peine voilées, avec des intimidations, etc. Et une seconde fois, ils étaient venus au Salon du Livre de Paris où je faisais une séance dédicace sur le stand de mon éditeur, alors que je venais de sortir une bande dessinée sur Ben Laden. Et en fait, ils sont venus pour perturber tout ça. Et alors, ils filmaient en même temps leur forfait. C'est un groupe quand même connu, en fait. Ah oui, c'est un groupe connu. Et c'est pour ça que je m'interroge aujourd'hui. Si vous voulez, à l'époque, les services de police n'ont même pas jugé utile qu'il faille prendre une plainte de ma part ou qu'il fallait, malgré etc. Donc, j'avais l'impression, on me donnait l'impression qu'on les prenait plutôt à la légère. Et progressivement, ils ont commencé à se radicaliser. Le coup de force médiatique, si j'ose dire, en fait, ça a été sur Internet. C'est ce qu'ils ont fait à Limoges, à Hachamlan et certains de ses proches, quand ils ont, entre autres, jeté ou piétiné le code pénal. Jean-Charles Brizard, il y a combien aujourd'hui d'islamistes radicaux en France? Est-ce qu'on arrive à les dénombrer? Alors, c'est difficile à évaluer, si vous voulez. Moi, j'y inclus, par principe, et c'est le cas de Mera, typiquement, les personnes qui, à un titre ou à un autre, sont apparus dans des procédures judiciaires visant les réseaux ou les attentats terroristes. Et là, on a un chiffre effectivement assez important, plusieurs centaines, moins d'un millier vraisemblablement, mais au moins plusieurs centaines, qui peuvent, à un moment ou à un autre, poser un problème de sécurité publique. Ça ne veut pas dire que ces milliers vont passer à l'action.
Ça veut dire que potentiellement, ils ont déjà été dans le passé identifiés à un titre ou à un autre, encore une fois, et qu'il est important d'être vigilant à leur égard. Et c'est d'ailleurs ce que fait l'État à l'égard des imams. Les imams sont surveillés, les imams radicaux, régulièrement. Ce qui est intéressant dans le cadre de cette organisation dont on parlait, c'est qu'elle organisait également des formations paramilitaires. Elle s'en vantait. Il y a des vidéos qui circulaient sur son site internet, qui circulent d'ailleurs toujours, parce que je constate qu'on a interdit cette organisation, on a arrêté ses dirigeants, mais à la fois sur Facebook, sur YouTube, Dailymotion, mais etc. ils s'entraînaient en France. Continue, bien sûr. Des camps paramilitaires. Il y a des camps et les autorités connaissent ces camps. Clandestin. Ah oui, clandestins. Clandestins. Bien Et entendu, on fait bien pas entendu. de, Alors, il y a ils pas de s'entraînaient au descente paintball, dans ces c'était pas camps. des armes réelles, c'était des paintballs, bien entendu. Ouais. Mais clairement, le message véhiculé par cette organisation pour recruter, appeler au recrutement de soldats, était typiquement de caractère militaire. Alors moi, je vais vous poser quand même la question, Mohamed Moussaoui, justement concernant les imams. Qui forme ces imams ? Qui les forme et est-ce qu'ils sont nommés? On dit que ces imams sont nommés par des pays extérieurs. Est-ce qu'aujourd'hui on forme des imams en France? D'abord, je pense qu'il faut bien qu'on fasse très attention lorsqu'on parle d'imams expulsés. La plupart, je dirais pratiquement 100% de ces imams, n'officient pas dans des mosquées connues ou reconnues. Même les Vous voulez dire que les imams qui ont été, par exemple, les trois imams qui ont été expulsés n'officiaient pas dans des mosquées reconnues? Dans une mosquée reconnue. C'est ce qu'on appelle les imams autoproclamés qui, de temps en temps, ils peuvent se permettre d'aller dans une mosquée, de faire un prêche. Mais qu'est-ce que vous appelez une mosquée reconnue? C'est une mosquée qui est ouverte au public. D'accord. Donc là, ils allaient dans des mosquées. Ceux-là, en tout cas ceux qui ont été expulsés ces derniers jours, ne font pas partie. Mais ils peuvent se targuer d'être imams lorsqu'ils se présentent à des groupes, à des groupes de personnes ou à des fidèles dans une mosquée en passage. Et c'est là où j'appelle les responsables associatifs qui gèrent des mosquées être très vigilants. On ne laisse pas la parole ou la tribune à n'importe qui. Je pense qu'ils ont la responsabilité de gérer un lieu de culte. Et ils ont la responsabilité aussi de mettre leurs fidèles à l'abri de tout ce prêcheur de haine. Et de ce point de vue... Mais qui nomme ces imams? Alors, qui dirigent ces mosquées? les imams qui... On a parlé de formation d'imams en France. Où en est-on? Les imams qui officient officiellement dans les mosquées, ceux-là, alors souvent c'est des fédérations qui gèrent, les associations qui gèrent les mosquées. Et souvent, elles sont attachées à une fédération, et donc c'est cette fédération qui met à leur disposition des imams. Par exemple, pas tout à fait. Là, je vais être très clair. Le Conseil français de culte musulman, vis-à-vis des fédérations, n'a pas un regard hiérarchique, on va dire, ou d'autorité. Les fédérations sont indépendantes dans leur formation d'imams, dans leur désignation d'imams et dans je dirais même dans la gestion de leur lieu de culte. Le Conseil français de culte musulman... Mais est-ce que ces imams, pardonnez-moi de revenir à ma question, mais est-ce que ces imams sont formés en France aujourd'hui? Certains d'entre eux. Pas tous. Et donc certains viennent donc de l'étranger, d'Algérie, du Maroc. Encore, c'est pas ceux-là les plus dangereux. Ceux-là, ils sont formés dans des institutions reconnues au Maroc, ou en Algérie, ou en Turquie. Quels sont les plus dangereux? Là, en l'occurrence, c'est un imam turc qui a été Yémen, Yémen, l'Arabie Saoudite. C'est ceux dont on ne connaît pas l'institution qui les a formés. C'est des gens qui se proclament. Mais qu'est-ce qu'il ne faudrait pas interdire à ces imams qui sont désignés venant de l'étranger, par exemple de l'Arabie Saoudite? Il y a plusieurs mosquées dont les imams sont nommés par la Grande Mosquée de Paris en tant que fédération nationale. D'autres sont nommés par l'OIF ou par le Rassemblement des musulmans de France ou par le CCMTF. Ce sont 4 grandes fédérations qui composent le CFCM. Chacune a une centaine d'imams, voire plus, qu'elle a nommé et qu'elle a mis au service des mosquées qui sont ouvertes au public. Après, vous avez les imams dont on parle, les imams radicaux, et d'ailleurs je rebondis sur les deux termes islamiste et islamisme, donc je dénonce souvent, et je dois être compris dans cette dénonciation, le terme islamisme, par exemple, qui est spécifique à l'islam d'ailleurs, parce que lorsqu'on entend christianisme et judaïsme, ça n'a pas le même effet que lorsqu'on entend islamisme. Alors, dans la logique, on devrait avoir le même terme. Islamisme, ça devrait normalement signifier islam, culture islamique, tradition. Donc le terme islamisme lui-même, il laisse quelque part une confusion et il crée un amalgame dans l'esprit de celui qui l'entend. Le terme islamiste également, il n'y a pas d'équivalent dans les autres traditions religieuses. Je pense que ça devrait commencer par cela. Parce qu'une fois on aurait nommé les terroristes comme des criminels minables, sans foi ni religion, et
lorsqu'on l'aura nommé comme cela, on aura déjà fait un pas contre la lutte, dans la lutte contre le terrorisme. Parce qu'en France, comme vous le savez, le terrorisme a une définition purement juridique, qui n'est aucunement liée aux intentions religieuses ou autres. On en rajoute toujours. Alors, non, malheureusement. Alors justement, sur l'amalgame, c'est aussi la crainte, peut-être aujourd'hui encore, qu'il y ait un amalgame justement entre ces islamistes radicaux et la communauté musulmane dans son ensemble. Jérôme Sainte-Marie, il y a une étude qui a été faite justement par le CSA. Certains ont critiqué Nicolas Sarkozy en dénonçant une stigmatisation de la communauté musulmane dans son discours. Est-ce qu'il y a un sentiment anti-islam aujourd'hui en France ? Bon, déjà, je ne suis pas sûr qu'il existe une communauté musulmane, ou en tout cas que la plupart des musulmans appartiennent à cette dite communauté. Les Français n'aiment pas, encore une fois, qu'on parle de communauté. Ce n'est pas uniquement à titre personnel que je le dis, mais ça, c'est une facilité de langage qui pose un vrai problème. Si je peux me permettre. La seconde chose, c'est que, effectivement, cette étude auquel vous faites référence, c'est une étude réalisée tous les ans par la Commission nationale des droits de l'homme, alors qui est confiée parfois à un institut, parfois à un autre. Actuellement, c'est CSA qui s'en occupe. Et cette étude a été très intéressante, elle est toujours très intéressante, mais elle montrait au fil des années un déclin assez remarquable des préjugés antisémites et des préjugés racistes ou islamophobes, y compris durant la période du début des années 2000, lorsque simultanément à la deuxième intifada, il y avait eu pas mal de profanation de lieux de culte israélites et également musulmans d'ailleurs, rappelons-le. Et là, effectivement, la violence de ces choses-là avait provoqué une accélération de la décrue des sentiments antisémites et racistes et islamophobes. Mais depuis 2 ans, et ça c'est un phénomène remarquable, la première année je me suis dit bon peut-être que c'est conjoncturel, etc. Mais là on enregistre cette fois-ci pour la 2e année consécutive, il y a un regain des sentiments xénophobes, un petit peu des sentiments antisémites, mais beaucoup des sentiments islamophobes. Donc là, il y a une vraie régression. Ce que les gens ont du mal à... Le discours de Nicolas Sarkozy a un lien sincèrement, c'est pas à moi de le dire. Ce que je voudrais simplement souligner, c'est que ce que les gens ont du mal à comprendre dans ce cas-là comme dans d'autres, c'est que les agissements d'une minorité peuvent non seulement ne pas correspondre à ceux de la masse, de ceux qu'ils présentent la communauté, justement du groupe auquel ils prétendent appartenir, mais que même l'évolution d'un groupe humain peut provoquer dans certaines fractions, au contraire, un sentiment radicalement inverse. Le fait majeur que pas mal d'études sociologiques nous montrent, c'est bien au contraire l'intégration rapide de la population musulmane, c'est-à-dire essentiellement des enfants d'immigrés, dans la société française, par les mariages mixtes, par également l'évolution des situations, des statuts sociaux. Et c'est probablement, je vous livre cette hypothèse que j'ai vue à pas mal d'endroits qui me paraissait raisonnable, le fait que certains sont largués, sont laissés pour compte et se raccrochent à cette identité religieuse pour sauver la face en quelque sorte. Mohamed Sifawi, je voudrais qu'on revienne aussi sur l'amalgame. Je peux intervenir juste sur une question que vous avez posée. Moi, je répondrais oui. Nicolas Sarkozy a une grande responsabilité dans la montée du racisme anti-musulman dans ce pays, parce qu'il a été l'un des premiers à caricaturer les musulmans à des fins électoralistes et en faisant de la politique à la petite semaine. Je vous rappelle qu'en 2007, il avait utilisé cette image détestable du mouton dans la baignoire, comme si en 2007 ou en 2012, des musulmans, même les plus extrémistes, je vous assure qu'ils n'égorgent plus leur mouton dans une baignoire, soit dit en passant. En plus de ça, Nicolas Sarkozy et son entourage, il faut rappeler quand même l'un de ses conseillers est un ancien représentant de l'extrême droite, 2 minutes, et je ne vais pas le citer, a peut-être surfé, voilà, disons-le, oui, M. Buisson, a peut-être surfé sur cette logique à chaque problème son bouc émissaire et donc a des problèmes de sécurité, etc. Est-ce que ça ne peut pas faire monter justement la question? Est-ce que ça peut justement pas faire monter l'islam radical, ce type de discours? C'est-à-dire des gens qui se sentent finalement stigmatisés, qui se sentent en marge finalement de la société. Vous allez répondre, Mohamed Sifawi, Mohamed Moussaoui aussi. Je voudrais qu'on termine là-dessus. Vous avez entièrement raison. Je pose la question. Dans ce pays, il y avait une tradition qui était, je dirais, scellée par le pacte républicain. Le détenteur de la parole publique se devait à une certaine retenue et à une certaine hauteur par rapport à certains problèmes, y compris quand ces problèmes étaient graves. C'est-à-dire qu'un chef d'État, un ministre ne parlait pas, je suis désolé, ça n'a rien de péjoratif, comme celui qu'on appelle communément l'homme de la rue, monsieur et madame tout le monde, y compris l'observateur, le journaliste, le polémiste, le chef d'État, un homme d'État, prend une certaine hauteur par rapport aux événements. Or, l'actuel président a fait de l'islam, quelque part, un bouc émissaire idéal pour flatter un certain instinct extrêmement bas
et pour essayer de rafler, de siphonner les voix du Front National. Il ne reste plus qu'une minute. Oui, Mohamed Moussaoui, je voudrais que vous réagissiez à ce que vient de dire Mohamed Sifawi. Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy, en tout cas c'est ce que vient de dire Mohamed Sifawi, a une part de responsabilité, peut-être aussi dans la montée de cet islam radical, parce que les musulmans se sentent, pour certains, stigmatisés et se jettent dans l'extrémisme? Pour revenir à l'étude qui a été faite d'opinion... Moi, je voudrais que vous répondiez surtout à Mohamed Sifawi sur ce qu'il vient de dire, parce que ça m'intéresse quand même. Vous êtes président du CFCM. Mais non, mais je voudrais avoir son point de vue sur la question. En même temps, vous savez bien... Le CFCM a quand même été créé par Nicolas Sarkozy, il est président du CFCM. On est dans une campagne électorale et vous imaginez bien que la réserve qui doit être la mienne, de ne pas distribuer de bons et de mauvais points à des candidats. Par contre, ce que je peux dire sur l'enquête qui a été faite, effectivement, cette enquête, elle montre qu'il y a un recul des actes de racisme de façon générale de 2,4%, des actes antisémites de 15,6% et une augmentation des actes anti-musulmans de 33,6%. Cette augmentation a pu être remarquée parce qu'il y avait une convention qui a été signée entre le ministère de l'Intérieur et le Conseil français des cultes musulmans, qui séparait les actes anti-musulmans et les mettait dans un chapitre séparé, comme les actes antisémites. Il fut un temps où, si on avait cette enquête aujourd'hui, on aurait dit que les actes de racisme ont baissé, donc les actes anti-musulmans ont baissé. Or, le fait d'avoir créé cette convention qui permet aujourd'hui de comptabiliser les actes anti-musulmans comme tels nous montre qu'il y a une augmentation de 3,8%. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur vient de prendre aujourd'hui la décision de sécuriser l'ensemble des mosquées, des synagogues, des écoles confessionnelles, parce qu'il y a effectivement un risque d'actes anti-musulmans qui pèsent toujours sur les établissements musulmans. Jean-Claude Brizard, un tout dernier mot. Oui, je crois que plus on luttera contre ces intégrismes-là, et plus on rendra service à la communauté musulmane, et on évitera cet amalgame terrible dont on parlait tout à l'heure. Mais s'attaquer à ces radicaux aussi, s'attaquer à ceux qui diffusent leur message. Et je voudrais parler de Tariq Ramadan. Jérôme Sainte-Marie, il n'a pas aimé, vous avez dit communauté musulmane, et lui, il préfère population musulmane. En tout cas, merci à tous les quatre d'avoir participé au débat de France 24. Je vous retrouve demain, 19h10, pour une nouvelle émission. Très belle soirée, à demain.